À l'été 1904, New York était agité par un scandale. Le millionnaire John Platt a accusé Anna Elias, une femme noire recluse au passé mystérieux, de l'avoir fait chanter. Sur 685 000 dollars, soit près de 30 millions aujourd'hui, cela a fait d'Anna Elias sans doute la femme noire la plus riche et la plus infâme d'Amérique. Rejoignez-moi pour explorer son histoire. La date de naissance exacte d'Anna Elias est inconnue, mais elle est née à Philadelphie en 1865, l'année où la guerre de sécession a pris fin. Son père était Charles Elias, un cuisinier et traiteur marié à Mary Elias. Charles était d'origine afro-américaine et amérindienne. La mère de Anna, Mary, avait aussi la peau claire. Cela a fait que Anna avait un teint de peau plus clair, ce qui a joué un rôle dans sa vie plus tard. Comme nous allons le voir, Anna a grandi dans une famille très nombreuse. Elle était l'un des 9 enfants de ses parents. Ils vivaient dans ce qui était alors considéré comme le quartier le plus riche de la ville pour les Afro-Américains. Bien que la taille de leur famille signifiait que, même si Charles gagnait bien sa vie, il n'était pas vraiment riche. Pourtant, la famille était bien considérée et gravissait régulièrement l'échelle socio-économique. Charles finit par les déménager dans une maison plus grande où ils vivaient dans un quartier aux côtés des avocats de Philadelphie et des principaux hommes d'affaires noirs. Elle et ses frères et sœurs allèrent à l'école publique et ils ont reçu une éducation décente. Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose sur l'enfance de Hannah. Ce n'est qu'au mariage de sa sœur Hattie en 1884, alors que Hannah avait environ 19 ans, que son histoire commence réellement. Avant le mariage, Hannah avait commencé à travailler chez une femme riche du nord de Philadelphie. On découvrira plus tard qu'avant le mariage de sa sœur, Hannah avait décidé d'emprunter une robe coûteuse dans la garde-robe de son employeuse. Au mariage de Hattie, beaucoup ont commenté à quel point la robe de Hannah était élaborée et raffinée. Elle était, pour citer un des invités, la reine de la soirée. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Peut-être que Hannah avait l'intention de rendre la robe à l'endroit d'où elle l'avait prise et espérait que ses actes passeraient complètement inaperçus. Cependant, quelques jours plus tard, avant qu'elle ne soit retournée au travail, des policiers se sont présentés à la résidence d'Elias et ont arrêté Anesh. Son employeur avait remarqué que la robe manquait et s'était rendu compte que cela ne pouvait être que Hannah qui l'avait prise. À cette époque, les Afro-Américains ne bénéficiaient pas vraiment d'une procédure régulière étendue en Amérique s'ils étaient soupçonnés d'avoir commis un crime contre une personne blanche. Ce même soir, Hannah fut rapidement traduite devant un tribunal et reconnue coupable de vol. Elle fut condamnée à 4 mois de prison à Moyamensing, à Philadelphie. Elle fut alors enfermée avec une quarantaine d'autres femmes. Le reste de la prison était occupé par des hommes, dont beaucoup étaient là pour des crimes violents et indicibles. Elle allait purger ici la totalité de sa peine de 4 mois, et c'est à ce moment-là que sa vie allait prendre un tournant sombre. La première confrontation de Hannah avec le crime a marqué sa vie. Lorsqu'elle a terminé sa peine et a essayé de rentrer chez elle, son père n'a plus voulu qu'elle vive avec le reste de la famille. Sans argent ni logement, elle est partie vers le nord, à New York. Là-bas, elle a rapidement commencé à subvenir à ses besoins de la seule manière qu'elle connaissait. En peu de temps, elle est devenue prostituée. Cela se passait dans le quartier de Tenderloin de la ville, une partie de New York qui comptait de nombreux hôtels et où les dames de plaisir se rassemblaient les chantes de la nuit. Ce n'était pas un début facile ici pour Hannah. Elle est tombée enceinte en 1885 et a donné naissance à une fille nommée Clara au début de 1886 qu'elle a fait adopter. Peu de temps après, elle a été traduite en justice pour prostitution et a été condamnée à 1 mois de prison sur Roosevelt Island, dans l'East River. Hannah est sortie peu de temps après et elle est rapidement devenue plus avisée dans la façon dont elle menait ses affaires. Elle a également commencé à prétendre qu'elle était cubaine en raison de sa peau plus claire. Hannah gagna bientôt assez pour se loger et subvenir à ses besoins, poursuivant ainsi durant des années. Elle a eu tellement de succès qu'elle a commencé à gagner beaucoup d'argent en plus et à acheter des propriétés qu'elle louait pour compléter ses revenus. Beaucoup de ces propriétés se trouvaient dans le nord de Manhattan, au nord de Central Park, autour de ce qui est aujourd'hui Harlem. Ce n'était pas encore une communauté afro-américaine et de nombreuses anciennes familles new-yorkaises vivaient toujours dans cette ancienne colonie hollandaise. Au XVIIe siècle,
Hannah partageait son temps entre sa résidence à Manhattan et une somptueuse maison de plage à Far Rockaway, près d'Atlantic Beach sur Long Island, toujours dans le Queens. Au début des années 1900, elle menait une vie luxueuse entourée d'une femme de chambre, d'un majordome et d'un personnel de maison. Mais les rumeurs sur sa fortune devenaient de plus en plus insistantes et bientôt la vérité sur sa richesse allait éclater dans l'un des plus grands scandales de New York. Peu de temps après son arrivée à New York en 1885, Hannah avait reçu la visite de John R. Platt. À l'époque, c'était un homme d'affaires new-yorkais aisé, âgé d'une soixantaine d'années. Né en 1820, il avait fait fortune dans la vente de verres plats. Cette première visite devint vite une liaison régulière après que Platt recroisa Elias à Manhattan en 1887. Avant les téléphones portables et la communication moderne, alors que les femmes du Tenderloin changeaient souvent d'adresse pour fuir la police, Hannah et son amante ont trouvé, comme d'autres, un moyen secret de garder le contact. Sous les noms Bessie et Popper, elles publiaient rarement des annonces codées dans les petites annonces d'un journal new-yorkais. Des messages indiquaient où elles seraient chaque soir. Et les nuits de Hannah et John n'étaient pas qu'une brève aventure. Leur liaison secrète allait durer des années. John Platt, homme marié, était une personnalité connue à New York. La discrétion était primordiale et il appréciait la grande réserve de Hannah. Platt a vite commencé à lui donner de l'argent. Beaucoup d'argent. Plus tard, selon certains témoignages, il aurait commencé à lui donner entre 2 000 et 6 000 dollars par mois, ce qui équivaut aujourd'hui à une somme comprise entre 70 000 et 210 000 dollars. Il lui a aussi conseillé d'investir cet argent dans l'immobilier et les actions. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne devienne riche, finissant par devenir l'une des femmes les plus riches du monde, peut-être même la femme noire la plus riche des États-Unis. L'un des premiers investissements de Hannah, conseillé par John Platt, fut une maison près de chez lui où elle loua des chambres. Une nuit de 1895, Platt est venu rendre visite. Un locataire, Cornelius Williams, un homme noir qui y vivait alors, ouvrit la porte agacé. Lorsque Platt, utilisant son alias Monsieur Green, demanda si les gens étaient là, Williams lui claqua la porte au nez. Il demanda plus tard à une domestique qui était cet homme, et elle lui répondit que c'était un certain Monsieur Green. Quelques semaines plus tard, Elias mit Williams à la porte de la maison. Il était devenu obsédé par elle, et l'expulsion l'a profondément affecté. Convaincu que le mystérieux Monsieur Vert était responsable, il est parti furieux et a juré de se venger. 8 ans plus tard, par un froid après-midi de novembre 1903, André Haswell Vert, le génie discret derrière Central Park et la bibliothèque publique de New York, rentrait chez lui après un déjeuner en famille. Alors qu'il s'approchait de ses marches, Corneille Williams l'attendait, paranoïaque, délirant et toujours obsédé. Prenant Vert pour Platt, Williams sortit un revolver et tira. Vert. Il est tombé là où il se tenait, sans jamais savoir qu'il deviendrait la victime tragique d'une vendetta qui n'avait rien à voir avec lui. Cornelius Williams fut ensuite jugé, déclaré fou, et passa le reste de sa vie dans un asile d'aliénés. En 1890, Hannah épousa Christophe Smith, cheminot afro-américain. Mais malgré ce mariage, sa relation avec Platt a continué. Smith finit par partir en 1897, affirmant qu'il trouvait la relation de sa femme avec Platt intolérable. Pour faire taire Smith, John a secrètement réglé les problèmes juridiques en coulisses, puis il a donné encore plus d'argent à Hannah pour s'assurer que tout reste caché. À ce moment-là, la propre femme de Platt était décédée et il ne perdit pas de temps pour acheter à Hannah une belle maison de ville près de Central Park afin de pouvoir la voir plus souvent. Mais au fil des années, Platt devint mal à l'aise. La culpabilité, la cupidité ou la peur, quelque chose se tordait en lui. Et lorsqu'il a finalement craqué, leur secret passionné, leur romance allait exploser en l'un des scandales les plus retentissants que New York ait jamais connus. La relation de Hannah avec Platt serait à peine connue aujourd'hui, si ce n'était pour les événements extraordinaires qui ont commencé à l'été 1904. À cette époque, Platt a intenté une action en justice contre Hannah, l'accusant de lui avoir extorqué une somme énorme au fil des années pour garder le silence sur sa première visite chez elle. Avec le temps, la somme d'argent en jeu était stupéfiante. Platt a affirmé qu'au total, Hannah lui avait extorqué un peu plus de 685 000 dollars,
Calculer la valeur historique de l'argent peut être compliqué, surtout sur de longues périodes avec des économies changeantes. Néanmoins, on peut conclure que le montant dans ce cas équivaut à peu près à 30 millions de dollars aujourd'hui. La somme d'argent considérable a attiré l'attention des New-Yorkais, et durant des mois, les journaux ont suivi avec enthousiasme chaque rebondissement. Platt a donné une excuse colorée pour expliquer comment il s'est d'abord impliqué avec Elias. Il a affirmé ne pas l'avoir vue comme femme de plaisir. Non, selon lui, tout aurait commencé à la fin des années 1880, lorsqu'il serait entré par hasard dans un salon de massage. Elle y est allée simplement pour soulager un mauvais cas de rhumatisme, pas pour quelque chose de plus intime. Il a ensuite déclaré lui avoir rendu visite de nouveau dans les années 1890 et l'avoir aidé financièrement à ouvrir une pension. Ensuite, selon Paul Platt, il était devenu la victime involontaire de sa méchanceté. Anna, affirmait-il, avait commencé à le faire chanter. S'il ne continuait pas à lui donner de grosses sommes d'argent, elle irait voir sa famille et l'accuserait de cela. Pendant de nombreuses années, il lui rendait visite pour des nuits de passion. Platt était un membre éminent de la communauté d'affaires de New York, et la police a pris sa déclaration au sérieux. Anna ne voulait pas coopérer, cependant. Lorsque la police l'a d'abord approchée, elle a refusé de venir pour être interrogée. Ils ont alors envahi sa maison de ville et saisi tout ce qu'ils pouvaient trouver et qui, selon eux, pouvait être lié à l'affaire. Lelach a été emmené à la prison des Tombs, au sud de Manhattan, tristement célèbre pour son aspect lugubre et inhospitalier. Anna a passé plusieurs jours tendue derrière les murs froids de la prison, mais ensuite, dans un retournement de situation spectaculaire, elle a soudainement été libérée. Les enquêteurs ont conclu qu'aucune preuve ne soutenait sa déclaration selon laquelle Anna l'avait fait chanter. Bien que des sommes énormes soient en jeu, il s'est avéré que Platt avait volontairement remis l'argent chaque année. Dans les semaines qui ont suivi, il est devenu évident que Platt n'avait engagé l'affaire qu'à contre-cœur. La véritable pression venait de sa famille. Une fois qu'ils ont découvert la fortune qu'il avait discrètement donnée, la panique s'est installée. Ce qu'ils pensaient peut-être un héritage colossal avait pratiquement disparu et ils cherchaient quelqu'un à blâmer. Après que Platt ait retiré les accusations, une fois que la police n'a rien trouvé pour les étayer, sa famille a pris les choses en main, traînant Anna devant le tribunal civil pour récupérer l'argent. Mais comme auparavant, ils sont repartis les mains vides. Au début de l'année 1905, l'affaire a commencé à s'essouffler et Anna a été innocentée. Tout cet épisode avait été étrange et montrait la politique raciale de New York au début du XXe siècle. Par exemple, les journaux, en couvrant l'affaire, semblaient être plus intéressés par les origines raciales de Anna que par l'affaire d'elle-même. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'elle était née à l'étranger. Le milieu des années 1900 était le sommet de la migration européenne vers New York, et les gros titres sensationnalistes sur une prostituée étrangère escroquant un vieil homme sans défense de 80 ans se sont répandus comme une traînée de poudre. Le scandale a mis en lumière les peurs et suspicions de la ville face aux nouveaux arrivants bouleversant leur monde. Anna est restée à New York pendant de nombreuses années. Elle vivait des loyers provenant des nombreuses propriétés qu'elle possédait à Harlem. Et finalement, elle a elle-même déménagé dans le nord de Manhattan où elle pouvait vivre avec plus d'anonymat. Après la notoriété non souhaitée acquise en 1904. Platt est décédé en 1908, laissant un patrimoine de 10 000 $, environ 350 000 $ actuels, somme modeste face à son ancienne richesse. Sans surprise, rien n'a été laissé à Anna et elle n'a pas assisté aux funérailles. Dans les années 1910, elle a participé à diverses transactions immobilières à Harlem, alors que le quartier commençait à se développer comme un refuge pour les Afro-Américains aisés. À l'approche de la renaissance de Harlem des années 1920, Anna a cependant peu vu cette explosion de la culture afro-américaine dans la région. En 1923, épuisée par sa réputation à New York, et voulant sans doute éviter des poursuites pour son passé financier douteux, elle décida de partir définitivement. Elle et son majordome, un Japonais nommé Kato, embarquèrent sur un navire pour l'Europe et ne revinrent jamais. Anna s'installa ensuite en France. Ce qui se passa par la suite est devenu source de mythes. Selon une version, elle serait morte à Paris. Une autre dit qu'elle est morte dans le luxe sur la Côte d'Azur fin des années 1920. Une fin haute en couleurs pour une vie tout aussi marquante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Anna et Elias. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant.
Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. C'est tout pour moi, on se retrouve au prochain épisode de Vies oubliées. Merci.